Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roman en parle, le podcast qui place la psychologie au cœur de tous les parcours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'être accompagnée d'un invité d'exception. Ceux qui suivent le trail ont forcément déjà entendu parler de lui puisque c'est l'unique coureur qui a remporté les 4 épreuves majeures de l'UTMB. Il s'agit donc de Xavier Thévenard. Bonjour Xavier, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'accueil, c'est gentil. C'est un grand plaisir. Comment vas-tu déjà pour Bon, commencer ? ça va bien, merci. Ouais, plutôt bien. Est-ce que tu veux nous faire un petit récapitulatif de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas beaucoup, pour ceux qui ne feraient pas forcément de trail ? Ouais, donc voilà, Xavier Thévenard, j'ai 37 ans. Et je suis amoureux de sport. Le sport m'a toujours suivi, donc j'ai commencé par le ski de fond étant petit. Puis les skieurs de fond, ils font beaucoup de courses à pied l'été. Je me suis orienté dans les métiers du bois au lycée parce que j'étais pas trop scolaire et puis la voie professionnelle m'allait bien. Et en parallèle, je passais un diplôme pour devenir moniteur de ski de fond. Et puis je m'entraînais toujours à côté parce que voilà, passionné de sport. J'ai été en section sport-études en même temps là sur Pontarlier toutes mes années lycée. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à faire des trails, ça a plutôt bien marché, j'ai eu quelques résultats. Après, je suis rentré en équipe dans une team pro, j'ai gagné mon premier UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2013. Et à la suite de cette victoire, j'ai eu mon premier contrat financier en tant que pro. Et puis de fil en aiguille, je me suis un peu aménagé du temps. L'été, à l'époque, je bossais comme moniteur, comme éducateur sportif, parce que j'ai aussi un diplôme d'éducateur sportif. Et puis l'hiver, je continuais mon activité de moniteur de ski de fond. Donc j'avais aménagé mon temps dans ces périodes-là où ça marchait bien en trail l'été. Et l'hiver, je continuais mon activité moniteur de ski de fond jusqu'en 2018 et en 2019 j'ai complètement mis le côté on va dire moniteur de ski, éducateur sportif de côté et je m'étais consacré uniquement à la préparation des courses en tant que coureur professionnel on va dire et voilà, puis après j'ai eu quelques ennuis de santé et puis me voilà aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'avancées aussi sur différents projets toutes ces dernières années. Mais voilà, en gros, Ton parcours, le parcours, ouais. ton grand parcours. Ouais, c'était résumé en très vite, mais Ouais, voilà, en mais gros. on y reviendra de toute façon un peu sur chaque étape. Quelles sont les valeurs qui t'ont accompagné, porté dans tes premiers trails ? Moi, je suis aussi un passionné de nature. Je pense que si je suis arrivé au trail, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on est dans des super environnements et être en lien avec ce milieu naturel. On l'est aussi en ski de fond. Hein. En ski de fond, j'adore m'évader sur les pistes. Après, je dirais qu'en course à pied, par rapport au ski de fond ou à d'autres sports outdoor comme le vélo ou le VTT, c'est que en course à pied, on a vraiment beaucoup plus de liberté dans le sens où on n'est pas conditionné par une piste ou par une route. On peut vraiment aller de partout. Alors après, des fois, il faut être assez mesuré. Liberté, Exactement, ouais. Et puis, ouais, d'évasion. On peut choisir aussi son allure dans les autres sports, mais moi, ce que j'aime dans la course à pied, c'est vraiment en fonction dans l'état où on est, voilà, on avance à l'allure où on veut, on décide de nos pensées, on décide du chemin dans lequel on veut aller. Et c'est ça que c'est vraiment l'état de liberté. Et puis de naviguer dans ces super paysages, ça fait sens. Donc, cet aspect contemplatif qu'on peut avoir, d'aller dans chaque recoin aussi. Et c'est ça que j'aime avant tout et ce qui me pousse à encore courir aujourd'hui, quoi. Ouais. Beaucoup de trailers comparent la montagne à une forme de méditation active. Enfin, le trail en montagne à cette méditation active, comme tu dis, un moyen un peu d'être dans l'introspection, d'observer son environnement, d'être au contact. Ouais. Est-ce que toi, cette dimension introspective t'anime aussi lorsque tu cours en montagne ou même en nature ? Ouais, complètement. En tout cas, dans les petits tracas du quotidien, pour résoudre des problèmes, la course à pied, c'est fabuleux parce qu'il suffit d'aller courir un coup et on sait résoudre des problèmes. Et puis après, effectivement, plus on court longtemps, je dirais, plus on est en introspection avec soi-même. Et puis,
on réfléchit à pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime bien courir seul. J'aime bien être avec les copains. Mais le fait d'être seul, ben, ça te permet de poser pas mal de questions et de méditer quelque part aussi. Et je le fais pour ces raisons-là, parce que, encore une fois, on a le choix de l'allure, choix des pensées, choix de l'itinéraire. Et alors après, les pensées, elles viennent comme elles viennent, quoi. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise, loin de là. Donc ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bah, on peut penser qu'en courant longtemps, on s'ennuie, mais je crois que je me suis jamais ennuyé en fait. Ok. Ouais. Et comment tu gères ce flot de pensées qui arrive quand tu cours? Tu disais on les choisit pas, loin de là, c'est vrai, hein, on est obligé de les accepter, c'est-à-dire leur faire de la place, quelle qu'elle soit. Mais comment ça influence ta course, la durée de ta sortie Bah, c'est vrai que ouais, tout dépend de comment c'est aussi un peu déroulé la journée, parce que dans une journée, je sais pas, si je vais me mettre à écouter une information à la radio le matin, bah, je vais partir avec cette information dans la tête peut-être pour aller courir, et puis je vais penser à peut-être à pourquoi du comment, mais encore une fois, c'est pas c'est c'est quelque chose qui vient très spontanément, donc et puis peut-être que moi à l'intérieur je vais débattre des idées qui ont été avancées sur ce sujet-là, et voilà, mais en fait c'est vraiment divers et varié, quoi. Ouais. Donc je prends comme elles sont, et puis après le temps déterminé pendant une séance, elles vont être en fonction De tes sensations, aussi, peut-être? ouais, des sensations, et puis du temps que je vais y consacrer aussi, parce que bah, là aujourd'hui c'est vachement saccadé. J'ai pas de programme prédéfini. Je vais courir tous les jours, mais j'ai pas de programme prédéfini. Suite aux problèmes de santé, j'ai pas de course en préparation. Avant, avec des courses en préparation, ben il y avait des moments où c'était plus important en termes de volume horaire. Donc là, j'avais des temps qui étaient définis. Là aujourd'hui, j'ai moins de temps défini. Je consacre le temps qui m'est alloué, et puis j'y vais Tu de bon t'adaptes cœur. au final avec tes ressources Voilà, et ouais, tes sensations. Tu exactement. parlais donc d'introspection, de toutes ces pensées, de ce qui se passe quand tu cours. Il y a un phénomène dans le trail qui est très connu, en tout cas dont beaucoup parlent, et c'est ce vers quoi les trailers tendent. C'est le phénomène qu'on appelle le flow. Ouais. C'est ce juste équilibre entre plaisir et effort, où là, Mm. pour le coup, on peut avoir une perte de notion du temps. On a l'impression que tout s'aligne, que tout va bien. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà vécu, ce flow? Et comment toi tu le travaillais, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais dans tes Mm. courses? Alors, c'est pas forcément quelque chose que j'ai travaillé, mais je pense l'avoir traversé. Euh, J'aurais dit 2 fois, Ok. mais il y a des moments qui C'est sont pas si commun assez... finalement de ressentir ce Ouais, flow-là. ouais. Il y a une fois sur une course, une fois sur un entraînement, mais bon, après, il y a plein de fois. Ça veut pas dire que il y a pas, les autres moments étaient nuls, loin de là, hein. Il y a beaucoup de moments de plaisir dans la pratique, mais c'était ouais, cette harmonie parfaite, je pense, où tout était ok dans la tête, tout était ok dans le corps, et puis il pouvait se passer n'importe quoi autour, même avec des drames les plus inhumains. Je pense que ouais, Tu courais, ouais. tu continuais d'avancer. Et ça, c'est vrai que c'est assez perturbant. Et en plus, je vois très bien, parce que les fois où, en fait, il y a des sorties, j'en ai fait des tas et des tas, des sorties d'entraînement. Il y a des séances, moi j'en vois quelques-unes là où c'était qui sont marquantes, en fait, qui restent en tête, parce qu'on se dit mais là c'était incroyable, quoi, les sensations, l'énergie qu'il y avait, l'harmonie, et on s'en souvient, quoi. Et Oui. je pense que même s'il n'y avait rien d'exceptionnel, je veux dire, des paysages de montagne, ok, c'est beau, je pense, il y a la plupart, je vois comment c'est l'ambiance, mais je veux dire, là, c'était un environnement similaire à ce que je connaissais, mais par contre, les sensations dans le corps, et le bien-être que je pouvais avoir dans la tête, l'harmonie entre ces deux,
C'était assez incroyable. Et là, on s'en souvient. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel, en fait. Ouais, c'est exceptionnel et puis parfois les coureurs essaient de l'atteindre Mm. à tout prix alors que c'est un phénomène qui se décide pas vraiment. Alors on sait que pour atteindre ce flow, il faut quand même remplir certaines conditions, avoir un niveau d'entraînement suffisant par Mm. rapport à l'exigence de l'activité qu'on fait, de la Ouais. course ou autre chose. Il faut aussi avoir un travail de pleine conscience sur ses sensations, sur Mm. l'environnement. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, des moments où tu l'as atteint, ces moments d'entraînement dont tu te rappelles, ou même les courses? Est-ce qu'il y avait un truc particulier qui peut-être a permis ce phénomène ou... Ouais, comment arriver à être aussi euphorique je, je- Là, je vois, une fois, je pense que c'est arrivé, c'est pas que je pense, c'est sûr, c'était sur la CCC en 2010, où je devais être au, je sais pas, 80e kilomètre à peu près. Et puis il pleuvait, donc pas des super conditions, mais ouais, j'étais tellement content d'être dans cet univers. Je sentais que les gens me répondaient bien. En plus, bah, finalement, je rattrapais un peu du monde, donc c'est si motivant. Et puis l'un dans l'autre, la magie du lieu, même s'il pleuvait, je me sentais invulnérable. Et puis tout était ok. Et puis il n'y avait plus qu'à suivre les jalons et filer vers la ligne d'arrivée, quoi. Oui. Donc là, ce coup-là, c'était retranscrit par une victoire à la CCC. Mais ouais, c'était vraiment super bien. Et puis les fois à l'entraînement, là, je me fois une fois sur le Tour du Mont Blanc en repérage. Et puis j'étais sorti un peu des sentiers du Tour du Mont Blanc où j'étais plus sur la piste initiale, mais vraiment un peu aller en dehors, faire 2-3 sommets aux alentours. Et je pense que j'aurais pu courir n'importe quelle pente, dans n'importe quel pourcentage, même les plus raides, parce que ouais, musculairement ça répondait, j'avais la force dans les jambes. Et puis et je pense que j'aurais pu continuer des heures comme ça, quoi. Ok. Mm. Ah oui, comme si tu courais sur des nuages, quoi. Ouais, Plus, exactement, ouais. plus Les jambes d'inconfort. légères, ouais, Oui. exactement. Justement, les jambes légères, Mm. l'absence de sensations désagréables, c'est aussi quelque chose que tu as déjà évoqué lors d'interviews ou de conférences. Tu disais il faut apprivoiser la douleur, l'accepter comme compagne de route. Ouais. Concrètement, comment tu fais ça comment tu apprivoises ta douleur, surtout sur des ultra-trails où tu pars sur des centaines de kilomètres? Bah, en fait, je sais pas, c'est par expérience, encore une fois, si on commence tout doucement, on comprend quelques mécanismes, là, ok, j'ai mal. Après, ça s'estompe au bout d'un certain temps, et puis de petit à petit, et de fil en aiguille, on comprend comment fonctionne son corps, et puis on peut aller un peu plus loin à la précédente sortie, et ainsi de suite. C'est comme, je sais pas, ouais, dans tout apprentissage, en fait, on fait par progression. Donc, par progression, moi, je cours depuis l'âge de 7 ans. Depuis que je fais du ski de fond, j'ai toujours couru et forcément, ça m'a permis de me mieux connaître. Et même quand j'étais adolescent, pré-ado, j'adorais la course à pied par rapport à tout ce qu'on a dit avant sur l'évasion, la liberté, etc. Et là où je vivais, étant gamin au plan d'automne, sur le plateau de Rotor, il n'y a pas grand chose autour. Et puis avec mon plus jeune frère, on allait souvent découvrir des endroits sur le plateau de Rotor, juste par émerveillement, la beauté de la nature. Et puis ça nous animait d'aller découvrir ces endroits-là et juste de faire ces grandes distances à pied étant jeune. Bah, ça nous a un peu, on va dire, consolidé quelque part, rendu un peu plus robuste, un peu plus rustique, et, et plus de facilité à appréhender un peu ces douleurs physiques qu'on peut rencontrer étant jeune. Et quand on devient adulte, ben, c'est quelque chose déjà un peu d'apprivoisé, quoi. Mais après, c'est quelque chose aussi qui est, encore une fois, qu'on peut pas forcément maîtriser. Des fois, ça arrive, on a un temps de moins bien, on a des douleurs, on sait que ça peut passer, mais combien de temps, au bout de combien de temps, bah, ça, on sait pas trop à l'avance. Donc, il faut un peu se laisser guider, puis au fur et à mesure, voilà, moi, il y a des moments où sur des UTMB, notamment en 2017, j'étais 8 heures dans la difficulté et les signaux d'alerte étaient de partout dans le corps.
Et puis à un moment, ça s'est calmé, et puis j'ai pu retrouver un peu une homéostasie, puis j'ai fini la course. Mais c'était compliqué pendant 8 heures. Et alors, comment j'ai fait pendant ces 8 heures? Oui, c'est ça. Ben, Comment tu supportes la douleur, l'inconfort euh, pendant autant de temps? En continuant je me l'effort dis, en plus. je me suis dit, là, c'est pas une jambe cassée, c'est juste. Je me suis dit, c'est pas grave. Et puis, la compétition, en soi, je le prends comme un jeu. C'est pas une expérience, une aventure qu'on va vivre. Et puis, si je m'arrête, bah, je m'arrête. C'est sûr, il y a de la déception. Mais la douleur s'arrête à ce moment-là. Donc, autant essayer de continuer un peu, puis voir ce que ça donne. Alors après, il y a peut-être des seuils à essayer de pas franchir. Forcément, Oui, si pas je me fais une qu'arriver à une cheville blessure. ou Oui. je me casse une jambe, je vais peut-être pas continuer, quoi. Et c'est une appréciation de soi. Et voilà, il faut. euh, je pense que. Apprendre à se connaître aussi, Ouais, à se à voir connaître. quelles sont les douleurs ou les inconforts qu'on est capable Ouais, de supporter et ceux qui doivent nous faire arrêter aussi. c'est ça. Mais ça, c'est juste avec l'expérience, je pense. Mm. En ayant vécu étant enfant dans l'effort physique au long cours, ça permet de mieux se connaître. Et je pense que ça, c'était un gros avantage aussi d'avoir vécu des choses depuis longtemps Depuis étant enfant. petit, Ouais. ouais. Puis c'est apprendre à connaître ton corps et puis Mm. à te familiariser avec l'effort et la douleur. Ouais. On parlait tout à l'heure d'introspection, de méditation. Qu'est-ce que la course, ou est-ce qu'il y a un moment où une course t'a vraiment appris quelque chose sur toi que tu n'aurais jamais imaginé? Euh, Bah, par exemple, cette expérience de l'UTMB 2017, comme je citais tout à l'heure. Où tu as eu Euh, 8 heures Ouais, d'inconfort oui, autant d'un coup, je pense que ça m'était jamais arrivé. Et comme en fait, bah, c'est une belle satisfaction parce qu'on arrivait à surmonter tout ça et puis on se rend compte que ouais, c'est impressionnant le corps à quel point il arrive à être à s'adapter à des situations. Et, et ouais, c'est pour ça que en fait c'est enrichissant les efforts d'endurance, c'est que bah, ça nous permet de nous connaître. Mais à chaque fois, même si on l'a vécu une fois, qu'on a trouvé les bons outils au bon moment pour pallier les difficultés, chaque ultra est un peu différent. Et en fait, on s'en lasse pas dans le sens où bah, c'est une expérience nouvelle à chaque fois qu'on prend les parts d'une nouvelle épreuve d'endurance, quoi. Mm. C'est intéressant que tu parles de ça parce que on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'habituation hédonique, c'est le fait de s'habituer à la gratitude et au plaisir qu'on va ressentir dans une activité. Et en 2020, je crois, oui, 2021, une étude a été menée sur 219 trailers et montrait qu'à partir de 20 courses et de 20 arrivées Mm. réalisées sur des trails, les trailers rapportent un niveau de satisfaction, de plaisir et de gratitude qui est de moins en moins important. Est-ce que tu as l'impression de prendre toujours autant de plaisir à la course, malgré tes victoires, parce que tu as fait beaucoup de grandes performances? On parlait de l'UTMB, mais il y a aussi le Mont Fuji. Enfin, il y a eu pas mal de Mm. grandes expériences et de grandes victoires que tu as eues. Est-ce que tu ressens toujours cette gratitude, ce plaisir quand tu cours? Euh, je dirais que le plaisir en course à pied par rapport aux autres sports, il est plus difficile à avoir, mais une fois il dépasse les autres disciplines. Je pense qu'il y a. Ouais, moi j'ai toujours plaisir à courir. Euh, et surtout, je pense que le fait que je varie beaucoup les activités, je romps un peu cette monotonie certains peuvent avoir avec la course à pied toute l'année. Moi, l'hiver, je cours pas, ou très peu. S'il y a de la neige, Tu skis je vais skier en ski de fond à fond et je suis super content de retrouver les skis de fond, la sensation de glisse et le plaisir que ça procure. Et puis, une fois qu'il n'y a plus de neige et que je rattaque au printemps à courir, bah, je suis hyper content de remettre les baskets. Et puis, à chaque fois, c'est ce renouveau qu'il y a dans les activités, dans les saisons. Et c'est peut-être pour ça aussi que le plaisir, il est très constant d'une année sur l'autre, quoi. Mm. Oui, t'as pas cette sensation de t'ennuyer ou de trouver peut-être la pratique un peu monotone ou... Non, 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 pour le coup, forcément, alors il y a des fois où, sur des grosses périodes d'entraînement, avec un nombre de kilomètres important en course à pied,
en fin de période de volume, on a un peu marre. Et c'est pour ça que après d'aller chercher d'autres endroits en montagne, changer un peu ses lieux d'entraînement, ça peut être aussi intéressant parce que on est toujours dans la découverte et puis c'est toujours aussi incroyable. Donc ça permet de rompre un peu la monotonie, mais le plaisir, ouais, il y a toujours. Ouais. Il est toujours là. Donc ouais, changer les routines, changer d'environnement, de pratique aussi sportive, ça Ouais. te permet de pas trouver les saisons trop longues ou de t'ennuyer sur Ouais, sur c'est tes sûr. activités. Bah là, en plus, nous, on a vraiment la chance, là, dans le Jura, d'être à proximité des Alpes. Oui. C'est pas très loin. Et puis, avant de faire toutes les vallées alpines, tous les sentiers dans les Alpes, les petits sommets, etc., c'est infini, quoi. Oui, Mm. on peut Ouais. s'amuser de nombreuses Exactement, ouais. années. Si on revient sur la période 2010-2020 où tu as quand même eu beaucoup de victoires, mais aussi beaucoup d'expériences de trail sur des longues distances, sur même tout type de format, est-ce que tu peux nous rappeler ta première victoire de l'UTMB? Est-ce que tu t'en rappelles de l'UTMB ou d'une autre grande course? Ouais, je me souviens très bien, pas dans les détails, mais je me souviens de l'euphorie qu'il y avait parce que c'est mon premier départ d'une longue course comme l'UTMB. Et qu'est-ce que tu avais ressenti? Bah, j'avais énormément d'envie en fait. Je pense que ça c'est un vrai plus si on sent sur la ligne de départ qu'on a l'envie d'en découdre, mais d'envie dans le sens de découvrir, de savoir. Alors forcément il peut toujours y avoir un peu de peur, d'appréhension parce que c'est tout nouveau et puis comment notre corps va réagir. Mais l'envie, l'enthousiasme en fait d'être là et puis de se dire ouais je vais vivre un moment fort, assez unique et puis on verra bien où ça me mène. Mais de laisser embarquer par cette aventure, moi je pense que j'avais à ce moment-là des fourmis dans les jambes à l'idée d'en découdre et puis bon, du coup, c'est bien passé tout du long. Alors forcément avec des temps faibles, des passages un peu à vide, mais j'étais émerveillé par ce milieu de la montagne, quoi, Et en quand tout cas. tu franchis la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'avais un peu d'appréhension aussi. Je me dis, waouh, là, je sais pas si je vais réaliser quand même tout de suite que je suis en train de gagner l'UTMB. Comment se comporter sur la ligne d'arrivée, quoi faire. Est-ce que je lève les bras, je lève pas les Ouais, bras? tout ça c'était aussi assez nouveau, même si j'avais remporté la CCC en 2010, et puis des courses un peu du coin aussi, mais là c'est quand même une course à renommée internationale. Je me suis quand même bien laissé surprendre, et puis ça m'a conforté dans le sens où je savais quelque part que c'est fait pour moi, c'est format longue distance. Et là, ouais, c'était un beau cadeau, mais que je me suis procuré, quoi. Ouais. Sur le coup, tu réalises pas trop quand tu Ouais, franchis la non, ligne. non, ouais. Je savais que ça allait engendrer plein de choses derrière, mais je savais pas quoi concrètement, mais que là, j'étais en train clairement de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, quoi. Ouais. Voilà. Et le lendemain de cette victoire, les choses s'accélèrent après. Comment tu gères ça? Parce que enfin, là, t'es vraiment sous le projecteur, quoi. Tout le monde te regarde, tout Ouais, le monde parle de toi du jour au lendemain. ouais, bah, des sollicitations diverses et variées des différents médias. Bah voilà, après, j'y vais comme je suis, quoi, en racontant ce que j'ai vécu, mais euh, je- j'avais quelqu'un qui m'aidait à ce moment-là pour gérer un peu cette partie-là aussi. Donc, je pense que c'était bien Oui, t'étais équilibré. accompagné quand même. Ouais, ouais, dans la team, j'étais dans l'équipe ASICS à l'époque. Donc, j'avais Laurent qui m'aidait sur la partie un peu logistique, sur les hébergements, et puis tout ce qui gravitait autour aussi, sur les relations avec les partenaires, sur les Les relations avec les communications, tout médias. ça. Donc, ça, c'était bienvenu, ça m'avait bien aidé. Comment ça a influencé tes courses d'après, cette victoire sur l'UTMB? Enfin, s'il y a eu un impact, mais Ouais, ouais. Et parce que
tu passes un peu de l'ombre à la lumière. Alors, c'est pas aussi excessif parce que localement, tu t'imposais déjà sur les trails. Il y avait, c'était l'OCC que tu avais gagnant avant la CCC, ouais. La CCC en à 2010. Chamonix. Mais tu avais déjà eu des victoires, mais là, vraiment, l'UTMB, ça te fait passer un peu ouais. devant tout ça. Et comment ça a influencé les courses d'après? C'est vrai qu'après, j'ai eu mon premier contrat pro, et puis le début de saison 2014, c'était pas super bien passé, et je pense que je m'étais un peu perdu dans qui j'étais, dans le sens où Xavier Thévenard, c'est un gars qui gagne l'UTMB, un compétiteur hors pair, alors que moi, en fait, la compétition pure et dure, c'est plutôt quelque chose qui me fait perdre de l'énergie. Okay. Je veux dire, j'aime le format ultra parce que, en fait, ça sort un peu de l'aspect compétition pure et dure, la confrontation avec les uns et les autres. C'est de la compétition contre soi-même. Mais et pour ça, je pense que c'est un point fort. C'est pour ça que ça m'a réussi assez bien les longs formats. Parce que vraiment d'être dans la confrontation avec les uns et les autres, c'est assez nuisible. Et du coup, au début de saison 2014, je me devais d'être en gros un peu devant. Et je me suis un peu perdu. Et je courais pour être devant et pas pour me battre avec moi-même. Et du coup, ça n'a pas super bien marché. Et puis quand j'ai compris ça, qu'il fallait courir avec la manière, en faisant bien les choses, bien gérer ses allures, son alimentation, son hydratation, le résultat, il suivait généralement. Et ça, je ne l'ai pas compris tout de suite après cette victoire-là. Du coup, fin d'année, début de saison, printemps 2014, c'était compliqué. Et quand j'ai eu ce déclic, sur la fin d'année, je gagne la TDS. Et je pense que je m'étais remis dans ma façon, comment je voyais la course à pied, comment je voyais le trail. Ce qui t'avait poussé à courir aussi. Exactement. À la base. Et en 2015, j'ai réappliqué la même manière. Parti lentement, fait mon truc, ça a bien marché. Et ça, j'ai compris. Et en 2017, je me suis reperdu de nouveau, où en fait, l'édition 2017 à l'UTMB, c'était l'UTMB historique, où il y avait tous les anciens vainqueurs. Il y avait Kylian Jornet, François Den, il y avait tous les Américains, Jim Walmsley, Tim Tollefson. Et puis les mois en amont de l'événement, j'avais sans arrêt des questions de médias, en disant on vous place favori, comment vous voyez la course, etc. Et beaucoup de questions donc comme ça. Donc là encore la comparaison avec les autres coureurs. Exactement. Et je m'étais dit, en fait, là, ils attendent un beau spectacle avec tout le monde, ça met de pour la cette pression, édition. Et puis, je me suis un peu perdu dans cette logique-là de confrontation avec les autres. Et au départ, je suis parti avec tout le monde devant. Alors, ce que je fais jamais. D'habitude, je pars jamais devant comme ça. Puis là, on arrive au Contamine au bout du 30e kilomètre avec Kylian, Jim Walmsley, François Den, tous les favoris. On est les 4 devant. Un petit pique-nique et en tête de course. Ouais, et puis je me suis perdu. Après, dans la montagne, j'ai commencé à avoir froid. J'ai oublié de me changer. J'ai fait un ravitao un peu express. J'aurais dû prendre un peu plus de temps. Et puis, j'arrive au col du Bonhomme. Je suis encore en t-shirt, il neige. Je chope froid après. Au niveau de la gestion, c'était désastreux. Et c'est là où j'ai eu 8 heures de temps dans la difficulté. Et puis, je retrouve un peu d'énergie après le col ferré. Et là, je dois être vers la 7e place, quoi. Et je remonte 4e. La fin était beaucoup mieux, mais voilà, ça m'a servi de leçon. Après, j'ai mis 3-4 mois à m'en remettre de cette course. Et puis, en fait, en 2018, je voulais absolument y retourner parce que je me dis, mais là, c'est pas ta façon, c'est pas ta manière de courir, c'est pas comme ça tu te reconnaissais pas dans ta stratégie de course. Je voulais me réconcilier quelque part avec le parcours et je voulais réappliquer une belle stratégie, faire bien les choses et voir comment ça va. Et puis, donc, en 2018, je refais les mêmes choses, donc c'est-à-dire une gestion plus linéaire, une allure douce au début, s'alimenter correctement, etc. Et pas sortir de sa bulle. Et puis moi, voilà, c'est retranscrit par une victoire. Mais ça doit pas être évident de gérer cette pression médiatique aussi, quand on t'attend, quand t'es nommé favori, quand on parle de toi. Et puis
même si tu t'es rendu compte, tu t'es aperçu que tu t'étais un peu perdu dans ta stratégie de course et dans la manière d'apprendre les choses, se recadrer, c'est pas simple non plus. Comment t'as retrouvé cet équilibre? Comment tu t'es retrouvé dans ta façon de courir? En fait, j'ai mis peut-être des petites choses en place, notamment sur 2018, là, pour vraiment faire une course pleine et puis essayer d'avoir 100% de plaisir. Ce que je faisais vraiment, par exemple, j'aime bien après analyser aussi la course derrière, voir ce qui a moins marché, ce qui a bien marché. Et puis du coup, je me suis dit, ce qui serait intéressant sur cette course, c'est de pouvoir voir toutes les fois où je prends quelque chose, j'ingère quelque chose à manger. Et je faisais un lap sur la montre qui me donnait un point de repère. Et ça, juste d'appliquer cette méthode-là sur la course, ça ne fait pas sortir de son contexte. On se focalise uniquement sur ce que je vais manger, ce que je bois. Et puis c'était pour après avoir des informations supplémentaires. Donc je m'amusais à faire ce lap. Et puis donc du coup ça me permettait d'être focus tout du long, quoi. Puis ça te recentrait sur toi. Exactement. Plutôt qu'être en concurrence avec ceux qui courent autour de toi. Là c'est toi, ton timing, ta nutrition, ton hydratation. Ouais, exactement. C'était une petite technique pour être dans son élément. Et ce que je faisais aussi également, c'est que je faisais un petit bracelet à côté de ma montre avec les lieux et les temps de passage que je m'étais fixés. Et puis mon idée, c'était d'être dans ces temps de passage, c'était pas de suivre quelqu'un ou voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné. Je l'ai refait en 2019 sur l'UTMB où je fais deuxième. Et puis j'avais mis mes temps de passage sur une feuille que j'avais retranscrit sur mon bracelet. Puis il y avait pas mal de médiatisation autour de l'événement. Puis j'avais devant une caméra, j'avais tendu ma feuille de route comme ça. Oui. Et puis les copains du coin, ils avaient fait un imprimé écran de la feuille de route. Et puis ils suivaient la course. Et à la fin de la course, 2 semaines après, une fois fini, j'ai un copain qui vient me voir et me fait mais putain, à chaque fois t'étais dedans, c'était impressionnant, quoi. Pile dedans, tu gérais bien ton effort. À quelques minutes, c'était varié entre 1 et 2 minutes. Et puis l'objectif, donc en 2019, quand je termine deuxième à l'UTMB, j'avais établi un temps en 21h10. C'était le long format, vraiment, c'était l'intégrale. J'ai fait 21h07. Ah oui, purée, incroyable. Ouais. Oui, mais du coup, bonne gestion de ton effort et réapprendre à te connaître et à te faire confiance aussi. C'est vrai que des fois, sur les courses, quand on part en ligne, on a tendance à vouloir suivre ceux qui partent devant, mais il y en a qui vont partir fort et ralentir, il y en a d'autres qui vont partir plus lentement. Et là, tu t'es juste recentré. Ouais, exactement. Et ça, c'était important. Et c'est ça qu'il faut arriver à essayer de faire, je pense, sur les formes ultra, mais on ne nous met pas dans ce contexte-là. Et c'est ça qui est difficile, à essayer de se sortir du contexte de la compétition. Et presque même être, je dirais, un peu nonchalant de la performance, dire, bon, bah ok, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, bah c'est pas grave. Mais arriver à se détacher de ça et puis être assez tranquille. Ouais, parce que en fait, quand on regarde, ok, c'est des objectifs peut-être de vie, on s'investit dedans, mais il faut pas voir l'investissement comme des sacrifices. Moi, j'ai jamais vu comme ça. En fait, tout ce temps passé dehors, c'est des choses de prix. On est bien, on est dans la nature, on est dans son élément, ça fait sens. Et en fait, ok, ça se passe mal le jour de la course. Bah, tout ce que j'ai mis en place derrière, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps de prix qu'on a vécu au plus profond de nous. Qu'on a investi dans du temps pour soi, dans la nature, la connexion avec l'environnement. Exactement, ouais. C'est un apprentissage sur soi, c'est pas des choses de perçues. Donc là, en gros, comme on dit souvent, la compétition, l'ultra trail, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est ce qu'on préfère tous. Tout le monde préfère le gâteau, et le gâteau, c'est l'entraînement, c'est ce qu'on vit dehors, et c'est le moment qu'on vit avec les copains aussi pendant des sorties. Voilà, je trouve que ça résume bien les choses, c'est que bon, bah, la compétition, c'est bien, mais c'est pas très grave, quoi. Donc arriver à se détacher de dire ok,
pas très grave, il y a plus de important. se détacher de ça. Pourtant, je trouve ces dernières années, le trail a beaucoup évolué. Les valeurs ont changé. Avant, quand on faisait du ski de fond, on faisait presque systématiquement du trail en été, en tout cas pour maintenir la forme, l'effort, etc. Aujourd'hui, le trail, il est beaucoup plus médiatisé. On a l'émergence d'influenceurs de trail. Il y a tout un marketing qui tourne autour de ça. Des valeurs qui changent, et je trouve aussi les chronos aujourd'hui, on veut toujours faire plus vite, plus rapide. Ouais. Comment tu perçois cette évolution ? Ouais, bah effectivement, s'il y a un engouement pour la discipline et ça se voit bien, moi je me dis quelque part tant mieux. Si ça peut amener des gens en montagne courir, à les sensibiliser à ce milieu naturel qu'il faut protéger, préserver, tant mieux. Si ça leur fait faire de l'activité et qu'ils sont en meilleure santé, tant mieux. Et je me dis, c'est pas un hasard aussi. Certes, c'est médiatisé, ça attire les gens, mais on a besoin de se retrouver avec soi-même. On est à la base des bipèdes, on s'est toujours déplacé. On n'est pas fait pour rester derrière un bureau. On s'est sédentarisé ces derniers millénaires, mais à la base, on est quand même des chasseurs-cueilleurs qui avançons dehors, exactement. Et en fait, on a les gènes pour ça, quoi, pour se déplacer, pour vivre dehors, pour voir ces paysages. Et moi, quand je vois l'engouement qu'il y a pour le trail, je me dis c'est parce qu'on se réaligne quelque part avec qui on est, quoi, en tant qu'être humain. Et après, il peut y avoir toutes ces dérives, effectivement, avec le marché, la société de consommation qui amène pas que du mieux dans notre environnement. Et après, c'est à soi de savoir pourquoi on court, qu'est-ce qui fait sens dans la pratique de la course à pied. Mais on a tous des motivations profondes qui sont différentes. L'important, c'est que chacun soit aligné avec ses motivations, quoi. Comment tu fais pour peut-être transmettre tes valeurs peut-être aux stagiaires que tu as sur les stages de ski, ou ceux qui viennent courir avec toi, ou quand tu fais des podcasts, des conférences, quelles sont les valeurs que tu essaies de transmettre et de faire perdurer dans la pratique du trail ? Ouais, en fait, nos stagiaires nous le disent aussi. Je dis on parce que j'organise des stages avec un copain qui s'appelle Thomas, et puis avec mon plus jeune des frères aussi qui vient des fois dans l'encadrement. Mais le lieu qu'on choisit, là où on est sur le Mont d'Or à la petite échelle, ou qu'on les fasse à la Vatay en ski de fond, c'est pas un hasard. C'est des endroits, oui, c'est effectivement entouré de nature. Et puis, c'est un tout compris, donc avec de l'hébergement, de la restauration, et puis nous, on fait des sorties trail à côté. Mais par exemple, à la petite échelle, c'est relativement simple. Tout le monde dort en yourte, c'est les repas à la chandelle parce qu'il n'y a pas d'éclairage. L'électricité doit être économisée. C'est des douches solaires et c'est assez rustique et c'est assez simple, c'est assez sobre en gros. Et je pense que c'est ce qui reflète un peu dans notre pratique du trail, je dis on, avec Thomas et JM, mon frère, parce que on a toujours vécu le trail comme ça. À l'époque, c'était une paire de baskets, un short, et puis on allait courir des heures. Et puis dès qu'on avait faim, on s'arrêtait pour manger. Dès qu'on a soif, on s'arrête pour boire un coup et partager ce moment-là ensemble. Et donc du coup, dans nos trails, je dirais qu'il y a rien, dans nos stages de trail, il n'y a rien de très superficiel. Ça reste quelque chose d'assez simple où il y a des bons moments de partage et de cohésion, et des échanges profonds. Et puis après, forcément, ils viennent pour aussi apporter des tips, des petits conseils techniques sur la gestion des allures. On fait des topos le soir sur de la nutrition, sur des préférences motrices. Mais grosso modo, on va pas rentrer vraiment dans des choses très théoriques, scientifiques, à connaître sa VO2, sa VMA. Voilà, pourquoi on est là, pourquoi on court, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la course à pied. Et nous, ce qui nous a toujours fait vibrer, c'est pas d'aller gagner des points de VMA, c'est d'aller s'émerveiller devant la faune et la flore locale. Et souvent, ce qui revient chez nos stagiaires, c'est je m'attendais pas à ça, parce que c'est vrai que des fois on s'arrête un sommet et puis on explique la géologie du massif du Jura, on explique la qualité de cette fleur, etc. Et souvent ça, peut-être que dans le trail aujourd'hui, dans l'engouement du trail, on oublie un petit peu. On perd un peu ces valeurs-là. Ouais, peut-être un peu.
Et du coup, nous, on fait des stages de trail comme bon nous semble, avec nos valeurs qui ont été inculquées depuis tout le temps, à savoir l'émerveillement avec le milieu naturel. Et on l'explique au travers de nos stages, en plus des tips, des petits conseils techniques, voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut performer dans l'ultra trail, on n'a plus trop le temps de regarder, en tout cas en compétition, on n'a plus trop le temps de s'émerveiller devant un point de vue. Alors oui, on voit son environnement, mais je vois sur la Diagonale des Fous, là que j'ai un peu suivi dernièrement, ils s'arrêtent pas. Enfin, les gars, ils vont vite. Ouais, après sur une compétition, effectivement, c'est compliqué. différent. Mais dans la pratique Dans ton entraînement, voilà, dans l'entraînement, on passe quand même beaucoup de temps dehors. Je pense que quand même la plupart de des gens retrouver s'arrêtent. le contact avec la nature. Mais ça, c'est une valeur importante et je trouve que ce qui est assez sage, mais je me permets ce terme, mais dans ce que tu décris, c'est reprendre vraiment le contrôle et la conscience de son activité. C'est pas le faire pour répondre à ce qu'on a lu ou vu comme information importante pour performer, mais c'est juste revenir à ses sens, à ses sensations, à ses ressources et reprendre du plaisir. Et du coup, c'est avoir une activité qui est finalement consciente plus que automatique. Ouais, Et je crois que c'est ça qui peut faire performer aussi peut-être davantage. Ouais, je pense, ouais. S'écouter, pas faire pour faire, mais vraiment... Mettre du sens exactement. derrière la pratique. Et comment mettre du sens, ça c'est une bonne question. Ouais. Être en accord avec ses valeurs, c'est ce que tu disais. Je pense que ça aide à mettre du sens. Si tu te sens connecté à la nature, si tu apprécies le moment à l'extérieur, etc., et je pense que ça contribue à t'engager en direction d'une valeur qui est importante pour toi, donc ça met du sens dans ce que tu fais. Complètement, ouais. Parce que en dehors, je pense, du contexte course à pied, des choses que j'ai mis en place dans mon quotidien, c'était aussi en lien étroit avec le milieu de la nature, parce que moi, ça m'émerveille et ça fait sens, encore une fois. Donc, c'est pas que en lien avec la course à pied, c'est aussi en lien avec d'autres domaines de la vie, quoi. Mais d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a quelques années, tu avais annoncé que tu voulais plus te déplacer en avion pour faire des courses de trail, ou limiter en tout cas tes déplacements par respect pour tes valeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as essayé de mettre en place pour rester intègre avec ce qui est important pour toi, avec tes valeurs, et en même temps, quand même faire perdurer cette passion du trail? Après, c'est vrai que de toute façon, dans ce monde mondialisé, c'est compliqué d'être irréprochable. On met tous des gaz à effet de serre. Mais d'ailleurs, une valeur ne s'atteint jamais vraiment. C'est plus un cap vers lequel on se dirige et vers lequel on tend à aller, plus qu'un endroit qu'on peut cocher au bout d'un moment. Exactement. En fait, juste là, je viens de finir la rénovation d'une vieille ferme qu'on a rénovée depuis 2021. Et du coup, on a essayé de faire tout en éco-construction avec des matériaux issus de la nature, donc bois, chanvre, paille en isolation, de la chaux, des choses pas issues de la pétrochimie, un minimum, quoi. Et donc ça, on vient de finir le projet, à peu près fini, et on est assez content du résultat, merci. Et tout ça autonome en eau, en électricité. Il y a des choses... aujourd'hui, j'anime aussi pas mal de fresques du climat pour sensibiliser aux conséquences du dérèglement climatique dans différentes instances, des groupes de sportifs. On a même fait une fresque un temps au ministère des Sports, il y a 2 ans de ça. Pour sensibiliser. Ouais, pour sensibiliser. J'en fais aussi je les intègre des fois quand on a assez de temps dans nos stages de trail. Donc ça aussi, je pense que sensibiliser, c'est vraiment une mesure assez importante pour protéger le milieu naturel. Qui est indispensable pour la pratique du trail en plus. Ouais, qui est indispensable pour tout, pas pour que tout, pour la pratique du trail, mais si la nature s'effondre ou en tout cas se détériore, le trail a beaucoup moins de sens. Oui, puis tout le monde aime boire de l'eau de qualité, tout le monde aime respirer un air correct, pur, tout le monde aime manger des fruits et des légumes qui soient sans intrants, sans pesticides et de bonne qualité, bon pour sa santé, ça tout le monde aime. Donc il y a des choses forcément dans la vie
qui vont pas dans ce sens-là et qui protègent pas ces choses essentielles-là, donc qui nous jouent au fur et à mesure des tours. Donc c'est pour ça que, bon, en tout cas, moi j'essaye dans mon quotidien de faire le mieux, quoi. Tu disais tout à l'heure de mettre du sens sur ta pratique physique, enfin sur le fait de courir. Il faut qu'on puisse mettre du sens dessus. En 2021, tu as reçu un diagnostic de maladie, notamment la maladie de Lyme. Comment tu as vécu cette épreuve et comment ça a impacté le sens que tu mettais à ton activité? Ouais, en fait, déjà sur l'année 2020, il y avait déjà eu pas mal de soucis avec des symptômes assez étranges. Sur cette année-là, il n'y avait pas eu de course, donc pas forcément de référence et des entraînements assez capricieux avec des problématiques de santé, beaucoup de fatigue. Et puis j'avais fait à ce moment-là aussi le GR20 qui était en Corse sur le record du GR20, en fait, un challenge en off, la traversée. Puis j'ai laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de plumes. Généralement, après un ultra trail, plus le temps passe, plus j'arrive à retrouver de l'énergie. Et là, c'était l'inverse. Plus le temps passait et plus j'étais effondré avec divers symptômes et beaucoup de fatigue, mais vraiment une fatigue assommante, profonde. La fatigue, on sait à peu près la connaître en ultra, mais là, c'était vraiment différent. Bon, du coup, les mois passent et donc en fin d'année 2020, je demande une sérologie, une analyse complète à mon médecin et puis il me met Lyme dedans et puis ça répond positif. Donc j'ai un premier traitement, ça va pas trop mal et puis derrière je fais mon hiver. Et puis au printemps qui a suivi, donc 2021, j'avais de nouveau des symptômes bizarres. J'ai dit c'est quand même pas normal. Je sais pas, il y a un truc qui se passe pas comme il faut. Plutôt des douleurs ou... Ouais, alors fatigue assommante. J'avais un peu comme un espèce d'asthme à l'effort avec vraiment du mal à respirer correctement. La perte de force dans les jambes aussi, un peu du mal à me concentrer correctement. Suivre des discussions, ça peut être compliqué, ou même poser une addition. Hein. Il me fallait un temps fou pour résoudre l'addition. Très simple, très basique. Au niveau cognitif, t'étais ralenti aussi. Et donc du coup, pour moi, Lyme n'était plus là, parce que j'avais déjà eu un premier traitement fin 2020. Et puis, en fait, non, c'est à 2021, je refais des sérologies. Un peu plus tard dans l'année, j'avais fait la saison, mais ça allait pas, j'abandonnais les cours, j'étais épuisé. Et puis donc sur l'été 2021, j'ai su que c'était bien ça, en fait, c'était bien Lyme. Et j'en parle un peu sur les réseaux, machin, mais je m'étais quand même engagé à l'UTMB que j'abandonne. Et puis donc après, j'ai un médecin qui m'aide, qui me suit, qui me fait des traitements antibiothérapie avec différentes molécules. Ça passe, il y a des moments où je me sens bien mieux, puis des fois je replonge. Ça fait que de osciller comme ça, et puis à un moment je dis bon, ça marche pas ces antibiotiques, en plus je me détruis la flore, j'arrête tout et je fais que des choses naturelles. Donc l'année 2022, j'essaye plein de choses, mais en fait je me détruis aussi. Je continue à essayer de m'entraîner un peu parce que l'activité ça me fait un bien fou. J'ai besoin de faire un peu de sport. Et puis en même temps, je me dégrade et puis l'année 2023 c'était pire. Et là, en fait, j'arrive au pied du mur avec des gros problèmes neurologiques où j'ai plus de force dans les jambes. Ça m'est impossible de courir, quoi. Je suis contraint à la marche, constamment fatigué. Et puis donc là, j'ai décidé d'aller en Allemagne parce que j'ai entendu parler de Jeanne Salvi qui était sortie d'affaires après plusieurs mois en Allemagne. Je vais en Allemagne, ils me font passer plein de sérologies autres que Borrelia, la bactérie la plus connue, d'autres co-infections. Donc j'ai pas mal de choses qui répondent positif et puis donc ils mettent sous traitement au long cours avec différentes molécules d'antibiotiques et puis petit à petit je retrouve de l'énergie. Et là ça fait 2 ans maintenant et je suis pas complètement sorti mais j'ai quand même bien progressé puis j'arrive même à refaire... des 2-3 longues sorties, quoi. Ouais. Donc c'est assez agréable. On sait que l'arrêt forcé d'une activité physique chez les sportifs de haut niveau peut augmenter le risque de symptômes dépressifs ou de crises un peu identitaires. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé à garder cet équilibre ou comment tu as réussi à justement remonter un peu la pente? Qu'est-ce qui t'a aidé? Ouais, c'est une vraie question ça. Les années 2022-23, c'était les plus compliquées par rapport à tout ce que tu dis. Tu passes de quelqu'un
avoir des résultats en course, à faire plusieurs ultra-trails dans une année et puis avec des résultats corrects. Et puis tu choisis pas la situation, mais Tu d'être l'as subi effondré et puis vraiment. d'être... de subir en fait cette fatigue assommante. Et puis quelque part, bah ouais, on a plein d'émotions, mais qui sont pour moi beaucoup de tristesse et de colère, parce que de colère d'incompréhension de ce qui est en train de se passer, d'un corps médical qui est pas forcément qui comprennent pas forcément le sujet, et on est un peu laissé aussi à l'abandon par rapport à ça, donc il faut se prendre en charge, se battre à la fois contre un système qui reconnaît pas forcément la maladie et puis en fait dans un état de fatigue et tout. Donc heureusement que j'avais des proches à ce moment-là aussi, la famille, les amis qui me soutenaient. Mais ouais, il y a des semaines où c'était très compliqué. Et puis après, il y a du noir forcément, parce que quand on peut plus déjà faire son activité de cœur, bah, c'est déjà compliqué. Mais Là, en il y a un plus, il y deuil a un une peu à maladie faire. qui est là et puis qu'il faut traiter. Donc c'est deux choses qui viennent l'une sur l'autre. Et euh, ouais, c'est pas simple. Et après, je pense que j'ai appris au fur et à mesure avec ces années-là un peu à essayer de gérer ses émotions, quoi. Ok, bah là, je peux pas maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais par contre, je peux essayer de gérer un peu mes émotions. Donc, ça va être se focaliser sur autre chose. Alors après, ces pensées, c'est difficile de maîtriser ces pensées. Elles viennent quand elles viennent, et puis des fois, on se fait rattraper par ces pensées, mais des fois, de se focaliser sur une chose. Là, j'avais les travaux de la maison, j'ai essayé de me mettre dans les travaux, de pas penser à autre chose, pas regarder une image de trail. Des fois, même, je m'étais coupé un temps des réseaux parce que c'était trop dur. Et en pleine saison, c'était dur. Alors, en dehors de la saison, quand on arrive sur l'automne, l'hiver, ça allait à peu près. Mais une fois dans la saison, c'était un crève-cœur. Donc, je me suis mis au piano, par exemple. Et puis, ça donne Ça te un cadre. reconcentre sur quelque chose. Ouais. Puis c'est retrouver un sentiment de maîtrise. Il y a des choses comme la maladie sur lesquelles on n'a pas de contrôle immédiat. En tout Ouais. cas, il y a des choses qu'on peut pas faire, même si on veut bien s'en sortir. Et il y a des choses sur lesquelles on peut agir, comme tu disais, tes émotions. Et du coup, tu as essayé de retrouver le contrôle sur ce que tu pouvais, en tout cas, Voilà. contrôler ou maîtriser. Ouais, j'ai essayé de mettre dans d'autres activités. Et puis en même temps, bah, je me suis beaucoup renseigné sur la maladie. Et je me suis documenté, donc j'ai lu des bouquins, renseigné. Et ça me permettait de me focaliser autre chose que sur le trail que je ne pouvais pas faire, et autre chose que sur ce que je pouvais voir sur les saisons des uns et des autres. Donc j'ai appris énormément sur le corps humain en fait. Et puis j'ai aussi rencontré énormément de personnes, professionnels de la santé ou pas, sur ce sujet. Et puis on va dire que les seuls points positifs qu'il y avait à être malade, c'était donner du temps pour les travaux de chez moi, mettre un instrument que j'ai toujours voulu, qui m'a toujours attiré, et puis j'aimais vraiment le temps, donc là je me suis mis à faire du piano. Et puis à rencontrer d'autres personnes m'ont appris d'autres choses et m'ont fait grandir en tant qu'individu, quoi. Oui. Est-ce que tu dirais que le mental que tu t'es forgé sur l'ultra trail et au travers de ces expériences sportives t'a aidé à surmonter cette période de maladie, cette épreuve? Ouais, complètement. Je pense que je sais pas comment j'aurais géré cette situation si j'avais pas eu des moments difficiles auparavant dans l'ultra trail. Et je pense que le fait d'essayer de s'améliorer sur une épreuve d'endurance, ça nous amène à avoir de la curiosité pour voir qu'est-ce que je peux améliorer pour ma vitalité, pour ma récupération, pour mon sommeil, etc. Et d'aller chercher l'information, et d'essayer de se débrouiller un peu par soi-même. Ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que je pense que j'aurais laissé mon corps au corps médical. Je serais vraiment dans un plus mauvais état peut-être aujourd'hui, alors que moi, d'aller chercher l'information, d'essayer des choses, de voir comment fonctionne ce complément alimentaire, comment il peut m'aider et tout. Et ça m'a pas forcément hyper bonifié, mais ça m'a pas empiré en tout cas. Et puis oui, si de fil en aiguille je suis allé en Allemagne, c'est aussi parce que je me suis intéressé. Et qui sont beaucoup plus avancés ouais. aussi sur la maladie de Lyme, plutôt Exactement, ouais, qu'ici. en Allemagne, ouais, bien sûr.
Mais donc voilà, en fait, d'avoir cette démarche-là de curiosité, d'essayer de comprendre les choses comme je le faisais en ultra trail, bah forcément ça m'a aidé à essayer de m'en sortir à peu près, quoi. Oui. Si tu pouvais résumer en une phrase ce que l'ultra trail t'a apporté sur la santé mentale, ce serait quoi? Bah, d'être patient. Je pense que la patience, c'est une vraie vertu. Et puis aujourd'hui, on veut toujours tout de suite, mais je pense que d'être patient et de ne pas vouloir toutes les choses tout de suite, c'est une belle valeur à avoir et à inculquer parce que avec la patience, finalement, on arrive à ses fins tôt ou tard, quoi. Oui, de pouvoir accueillir les moments un peu plus difficiles, les difficultés. Tu disais même quand on court, on peut pas choisir ses pensées, d'accueillir chaque pensée et de laisser le temps aussi faire les choses, Voilà. accepter que parfois on puisse pas courir autant de temps qu'on voudrait ou qu'on soit blessé ou en tout cas accueillir sans jugement et s'autoriser à attendre un peu. Ouais, exactement. Mais c'est dur, ça. Ouais, c'est pas évident. Mais ça se travaille, Ouais. déjà, c'est la bonne nouvelle. Ça se travaille, comme tu le disais, par la pratique, l'entraînement, le sport, Ouais. mais aussi quand on vit des événements difficiles comme une maladie ou comme une blessure, Ouais. ça nous oblige aussi à s'octroyer du temps, à être patient, à accepter qu'on puisse pas contrôler une situation aussi. Ouais. Et ça, c'est intéressant, ouais. Mm. Tu as fait beaucoup de podcasts, de conférences, tu fais beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée mais que tu aurais aimé qu'on te pose un jour? Sur le trail ou autre? Alors ça, ouais, je suis déjà de nature un peu... Je pense que je me suis beaucoup amélioré, mais je suis déjà de nature introvertie, donc je vais pas dans la surenchère pour qu'on me pose des questions. Mais je réfléchirai un petit peu plus, mais là je vais dire Joker. Ok, ça marche. Du coup, j'ai une deuxième question pour toi, qui est un peu plus simple, mais si tu pouvais nous lire, c'est la dernière question du podcast Roman en parle, si tu pouvais nous lire une page de ton journal intime, ce serait quoi? Ou une phrase de ton journal intime, quelque chose que tu as appris ou que tu as vécu? Une phrase de mon journal intime. Justement, j'avais un journal intime, c'était mes carnets d'entraînement. Oui. Quand j'étais petit, je notais vraiment tout. Tout ce que je faisais, la météo qu'il faisait. Et ouais, c'était un recueil d'informations. Mais ça, Trop chou. j'ai vraiment une pile à la maison de chaque saison depuis les années peut-être 97, quoi. Ah oui, wow. Ouais. Et tu mettais tes ressentis aussi ou c'était vraiment les purement... ressentis, Ok. et puis une note de 0 à 10. 0 pas bien, 10 incroyable. Et ça, je l'ai toujours eu fait. En fait, ça m'a appris à me connaître. Et puis, j'ai encore été un peu, comme je disais, assez curieux de nature, mais d'être assez autodidacte aussi dans l'approche de l'entraînement, mais sur différentes approches. Par exemple, le piano, j'apprends tout seul, ou la guitare, j'ai appris tout seul aussi. Mais voilà, j'essaye de prendre des notes, ça m'a permis de me connaître. Et puis, je le fais encore, mais maintenant, c'est de façon un peu plus informatisée. Donc voilà, c'est ça. C'est ça tes journaux intimes. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais au petit Xavier alors qu'il notait tout depuis 97? Est-ce que tu pourrais être fier de lui? Qu'est-ce que tu... Je me dis que je m'étais peut-être pas trop trompé sur... C'était pas trop trompé sur ce qui faisait envie, quoi. Je savais que je voulais être dehors. Alors voilà, il y a plusieurs manières d'être dehors, hein, plusieurs façons d'être dehors. Mais en tout cas... Il est resté sur sa voie en tout Ouais, cas. un peu, ouais. Ça a jamais trop bifurqué à droite, à gauche. Je me souviens étant petit en prenant les skis de fond, mais je pense que j'avais pas 10 ans. Et j'allais sur le plateau de retors sans rien, sans eau, sans manger, juste par envie de découvrir. Et puis mes parents, à l'époque on n'avait pas de téléphone, donc ne savaient pas forcément où j'étais. Et eux, ils avaient un gîte auberge, donc ils étaient bien occupés les week-ends. Et puis des fois, il y avait la ferme du haut qui disait « Ah on a vu Xavier, il est passé là et tout, tout va bien. » Mais c'était comme ça à l'époque. Et en fait, je vois
Quand j'avais pas 10 ans, je faisais déjà des grandes sorties en ski de fond. Et puis, c'est peut-être pas un hasard que si ça a bien marché par la suite en ultra trail, quoi. Oui. En tout cas, tu es resté intègre à tes valeurs Ouais. et tu as continué ce chemin sans trop te perdre. Et puis, comme tu l'expliquais, il y a des moments où tu t'es un peu dévié de ce chemin, de certaines de tes valeurs, mais Mm. naturellement, tu t'en as pris conscience et tu t'es remis Ouais, en ouais. route. Ouais, le sport, en tout cas, la nature, ça a toujours été un guide. Mais après, voilà, j'ai pas trop on va dire, de plans sur la comète. On sait pas vraiment de quoi est fait la vie, mais je vois en fait que je me suis toujours un peu laissé guider aussi. Bah voilà, à la base, quand on s'oriente après la troisième, moi, je me suis dit, les métiers du bois, ça va me plaire, parce que mon père, il est assez manuel, on a toujours fait des choses ensemble, aussi dans le bois. Je me dis, bon, je suis pas scolaire, ça m'ira bien aussi. Et puis, ça me permet d'être dehors, d'avoir un boulot physique aussi, et puis d'être moniteur de ski de fond l'hiver, ça me plaisait aussi. Et puis en fait, bah, quand je vois, ok, aujourd'hui j'enseigne encore un peu comme moniteur de ski de fond, la partie charpente, je travaille pas du tout comme charpentier, mais ça m'a beaucoup aidé dans la rénovation de ma maison. Je fais encore pas mal de choses aussi en bricolage, dans le bois, des meubles, des choses comme ça. Mais, mais voilà, en fait, jamais un jour aussi je me serais dit que je gagnerais l'UTMB, que ça allait m'amener là, et puis que je serais amené à faire des interventions à droite à gauche. Et c'est ça qui est assez enrichissant en fait, de ne pas savoir vraiment de quoi est fait le lendemain. Euh, et ben, c'est assez stimulant en fait quand on se Mhm. réveille. Voilà. Oui. Donc de vivre un peu plus au jour le jour. Ouais, voilà, ouais. Ok. Ouais. Ben, merci beaucoup Xavier pour Ben, merci à toutes toi. ces réponses très riches, ton partage d'expérience. Ça m'a fait plaisir de te recevoir dans ce podcast. Ben, merci à toi. Moi, c'était un plaisir aussi d'échanger sur ces différents sujets. Bah super. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, n'hésitez pas à commenter ou poser vos questions sous les vidéos ou les podcasts. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.